Est-ce qu'on en a trop fait sur le Covid? Après, là, on a un peu de recul maintenant. Non, mais évidemment, oui, on en a trop fait. Ouais. Tout le monde est d'accord pour dire ça. C'est-à-dire le confinement Après, et tout, c'était trop? Oui, le confinement, c'était beaucoup trop. Le premier c'est clair. confinement, c'était Non, trop. Non, mais on ne savait pas. Mais avec le recul, si aujourd'hui on avait à le refaire, évidemment qu'on ne referait pas ça. Mais Ça, ça, c'est intéressant de dire ça, parce que c'est vrai. Ah ouais. Mais tout le monde est d'accord. Enfin, c'est Ah oui. pas un sujet de débat. Mais alors, c'était de ni la les folie. vaccinations, ni les masques, ni rien. On ferait rien. Non, mais probablement que la première vague, si on savait exactement ce que c'était et que les gens n'avaient pas été immunisés, parce qu'on s'arrivait sur une population vierge et c'était des variants quand même relativement costauds, mais on aurait fait un modèle à la suédoise, c'est-à-dire bar, resto et quelques mesures, les grands événements, ce serait passé. Ça n'aurait pas été tellement pire que ce que ça a été, mais on ne savait pas, voilà. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on ne referait jamais ça et je pense qu'on ne le refera pas. Qui a fait ça? C'est officiel. Alors oui, c'est l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Elle est chargée de récolter, de compiler toutes les données sur les hospitalisations. Et on s'aperçoit qu'en 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Alors certes, ce sont des hospitalisations qui durent un petit peu plus longtemps que les autres. 18 jours en moyenne. Mais seulement 2% et 5% en réa. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer de patients Covid. Et en fait, ça n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, il est temps, maintenant les chiffres le sortent. Quand on disait qu'on en faisait trop et qu'on était dans la peur et qu'on était dans l'hystérie, eh ben on avait raison, les chiffres sortent. On a confiné, on a jeté des jeunes dans le suicide, on a fermé des écoles. Il y avait peut-être d'autres manières de procéder moins brutales. Voilà, je suis désolée de vous dire que la peur a été disproportionnée. Bonjour à tous, je voulais faire un retour aujourd'hui sur l'incroyable épisode du Coco Circus, la maladie la plus terrifiante de ce siècle, un sujet un peu moins métaphysique, un peu plus terre-à-terre, bien que l'épisode lui-même ait été assez lunaire dans son ensemble. Alors avant de commencer, je vais prendre une petite précaution, sait-on jamais, en précisant que tout, absolument tout ce que je vais dire dans cet audio n'est que pure fiction. Il s'agit ici d'un simple divertissement, une forme d'art abstrait qui remue les tréfonds du monde des hommes, et il n'est donc pas question ici d'une négation de la vérité vraie, véridique et officielle. Je recommande évidemment à tout un chacun de se fier en priorité aux autorités politiques, sanitaires, scientifiques et médiatiques compétentes. Voilà, ceci étant dit, je vais pouvoir donner mon point de vue, mon observation de ce qui s'est passé pendant cette période incroyablement instructive. Alors pourquoi revenir sur cette pandémie dont plus personne n'a vraiment envie d'entendre parler, tellement elle aura été pesante? Eh bien pour exposer l'ampleur du mensonge, pour montrer à quel point le monde dans lequel on vit, ou plutôt le système qui nous régit, est celui de la fraude, de la supercherie, et à quel point le narratif, aussi grossier soit-il, fonctionne parfaitement et continuera de fonctionner. Après une petite introduction, je commencerai par un bref rappel chronologique parce qu'on a tendance à vite oublier ce qui s'est passé, tellement l'actualité est dense et nous submerge. Et je vais ensuite tenter d'expliquer en plusieurs points pourquoi je pense, enfin ce qui me fait penser que cette pandémie est un spectacle, une comédie, une opération psychologique comme on dit, une fake story de A à Z. J'aborderai aussi, évidemment, les incontournables opposants d'apparence qui auront joué un rôle important. Tout ceci parsemé de quelques réflexions. Alors pour certains, le schizoïde 19 a été une réelle pandémie, naturelle ou accidentelle, et les gouvernements incompétents, le nôtre y compris, n'ont pas su y répondre correctement. Pour d'autres, la pandémie a été réelle également, mais a représenté une opportunité pour certains pouvoirs de mettre en place certaines mesures qu'ils ambitionnaient de faire passer. Pour d'autres encore, dont je fais partie, il s'agit plutôt d'une fausse pandémie qui aura été créée virtuellement. Pourquoi faire? Eh bien pour amener progressivement les masses vers un nouveau paradigme, pour poser les bases d'un nouveau système en transition, tout cela constituant l'une des étapes de l'agenda de l'hyperclasse mondialisée. Cette pharyngite
du pangolin fut un épisode assez particulier qui aura quand même duré près de 2 ans, si mes souvenirs sont bons, et qui à mon avis n'est peut-être qu'un amuse-bouche de ce qui pourrait nous attendre dans un futur proche. On a souvent utilisé le terme de crise pour dépeindre le Cococircus, mais quand une crise dure aussi longtemps, c'est qu'il s'agit vraisemblablement d'un système qui s'est installé plutôt que d'une crise éphémère. On n'a jamais vu une grippe durer plus d'une saison. Cette crise aura occasionné des réponses souvent ubuesques, vous en conviendrez, des changements majeurs dans tous les domaines de la société, des mesures qui auront été efficaces pour modifier les comportements, pour chambouler les habitudes, mais visiblement très peu pertinentes pour endiguer la pandémie en question. Finalement, seule la guerre en Ukraine aura réussi à chasser la terrible peste pangoline de nos plateaux télé et surtout de notre réalité. Ce qui me donne matière à penser, ou plutôt ce qui confirme chez moi le sentiment profond que cette comédie était bien une pandémie, mais une pandémie psychique, une affection mentale collective, inséminée dans les masses par les habituels organisateurs du grand carnaval, et dont les masques étaient cette fois-ci fabriqués à l'effigie de chauves-souris fiévreuses et de mangeurs de soupe de pangolin. Gustave Le Bon disait « Déguisés sous des mots bien choisis, les théories les plus absurdes suffit souvent à les faire accepter. » Faisons maintenant un bref rappel chronologique. Beaucoup se souviennent sans doute que lors de la pandémie mondiale H1N1 de 2009, on nous promettait déjà des morts par centaines de milliers. À cette époque, dès les premières annonces, la caste politico-médiatico-scientiste agitait la menace imminente d'un véritable cataclysme, une gigantesque propagande sanitaire occasionnant la commande de millions de doses de picouse. Un catastrophisme et une précipitation qui à l'époque posaient question et qui trouvaient dans l'opinion publique une certaine réticence. J'ai le souvenir de débats télévisés avec des oppositions, des gens sceptiques dans mon entourage, et le sentiment qui me reste de cet épisode d'il y a 10 ans déjà, c'est que finalement, la mayonnaise n'avait jamais vraiment pris. Par contre, cet épisode aura sans doute su imprégner dans l'imaginaire collectif la possibilité de voir arriver une telle pandémie mondiale. Cet épisode de 2009 ressemblait, au vu de ce qui allait suivre 10 ans plus tard, à un exercice de simulation, à un test, à une répétition générale avant le grand spectacle. Faisons un bond dans le temps, nous sommes maintenant fin 2019. Et à la différence de l'exercice précédent, la narration nous est cette fois-ci amenée un peu différemment. Je me souviens très bien qu'au tout début du récit, on nous parsème ici et là dans l'actualité, entre autres événements, qu'un nouveau virus agite la Chine. On observe ça de loin avec curiosité, sans catastrophisme. À cette époque, les médias sont occupés à nous amuser avec le conflit entre Trump et l'Iran. Les journaleux sont détendus, sarcastiques. Pour eux, pas de doute, il s'agit d'une grippette sans importance, une laryngite soutenue tout au plus. Et les Chinois sont sans doute excessifs. C'est en tout cas les tout premiers discours répétés à l'unisson dans les médias. En revanche, et c'est là que le narratif devient très suspect et tordu pour moi, dans le même temps, ces mêmes médias diffusent des vidéos amateurs de lanceurs d'alerte chinois, des TikTokers dont on ne sait ni le sérieux ni la provenance, qui nous présentent des images qui semblent à l'évidence scénarisées, des séquences dans lesquelles les gens tombent comme des mouches dans les rues de Wuhan. On voit littéralement des gens mourir dans les rues comme foudroyés, des médecins au bord de l'agonie alertant le monde sur ce qui se passe, des mises en scène ridicules pour moi, mais bien, curieusement, diffusées par les médias de masse, alors même que le
discours se voulait rassurant. C'est un peu comme si on voulait réveiller chez le brave citoyen un instinct, une peur, une pensée qui dirait « il doit se passer quelque chose de grave là-bas, mais on nous le cache, il doit sûrement y avoir un truc dangereux malgré ce qu'on nous dit ». C'est une approche très différente de la pandémie de 2009, où on avait été catastrophiste d'entrée de jeu. C'est aussi ici la première forme d'injonction contradictoire, la première d'une longue série. Peu de temps après ça, la Chine, pays des pandas et du crédit social surtout, met en place un confinement surréaliste, inédit, une quarantaine à peine croyable de 11 millions d'habitants. C'est à cet instant précis que j'ai saisi que cette fois-ci, on y était sans doute et que l'agenda de l'utopie mondialiste allait s'accélérer et que le chaos était proche, à nos portes, avec un narratif travaillé et avec des réponses spectaculaires. Ce n'est pas le virus que je craignais, je n'ai jamais cru à cette histoire de virus, mais j'avoue avoir eu peur du spectre du grand chaos qui s'annonçait et d'un monde carcéral qui semblait être la réponse choisie. Et j'avoue qu'à ce moment, dans mon esprit, on allait peut-être assister à une forme d'effondrement, en tout cas à un palier. C'est un scénario que je redoutais en tout cas, et que je pensais tout à fait possible. En voyant le confinement chinois au niveau de la puissance évocatrice de l'image, ça m'a fait un peu le même effet que les avions s'écrasant dans les tours. En voyant les images du confinement chinois, j'y ai vu une sorte de cérémonie d'ouverture de quelque chose aux yeux du monde. On a beaucoup entendu parler du laboratoire P4 chinois, notamment dans la complosphère, avec ses voix dissidentes curieusement bien médiatisées, laissant entendre que le fameux virus aurait pu être fabriqué et s'en échapper. On reviendra d'ailleurs un peu plus loin sur les milieux complotistes. Mais à mon sens, il y a dans ce même pays, la Chine, un laboratoire expérimental d'un tout autre ordre, duquel se répand un germe bien plus élaboré et bien plus dangereux que celui que nous vend et le narratif officiel et le narratif complotiste. Cet inquiétant germe dont je parle, c'est celui de l'ingénierie sociale, du contrôle technologique et de la domestication des masses. J'en reviens à ma chronologie. Le premier cas finit par arriver en France après avoir fait une belle escale en Lombardie, et à ce moment, on note graduellement, plutôt exponentiellement, un changement de ton dans la narration médiatique. La grippette commence à devenir une sérieuse menace. Notre président en bon chef des armées annoncera quelques semaines plus tard, dans une allocation solennelle devant des millions de soldats français qui s'ignoraient, que nous étions désormais en guerre, sans préciser toutefois qui était réellement en guerre et contre qui. Et on peut se demander encore aujourd'hui si la guerre a bien été menée contre un virus insaisissable ou contre la santé mentale de sa propre population. Car comme évoqué précédemment, et c'est un fait important à remarquer, donc à répéter, toutes les impensables mesures prises pendant 3 ans se sont toutes avérées inefficaces pour terrasser la terrible menace virale, la terrible pharyngite. À l'inverse, elles se sont avérées être d'une redoutable efficacité pour effrayer d'abord, pour rendre docile ensuite, et pour finalement assujettir, pour contrôler, pour domestiquer les masses et les conduire à entrer sagement dans un nouveau paradigme. Alors voyons à présent pourquoi je pense que le terrible virus n'a jamais existé. En tout cas, ce qui n'a jamais existé à mon sens, c'est le terrible monstre semblable à la peste qu'on nous a présenté et qu'il se serait répandu subitement aux 4 coins du monde. Évidemment, je ne suis pas scientifique, loin de là, j'apporte simplement une observation qui sera nécessairement qualifiée de complotiste. Et c'est le jeu, on ne peut pas questionner le narratif et espérer une autre étiquette, donc j'accepte, ou plutôt je m'en contrebalance. Il y a bel et bien
de la matière à douter et c'est dans ma nature de chercher à comprendre. Si complotiste je suis, ce n'est pas d'un genre qui croit en des choses, qu'elles soient officielles ou alternatives, mais plutôt de ce genre qui ne croit en rien de ce qu'on lui raconte. Je suis un sceptique, un dubitatif par expérience, et sûrement aussi un peu par nature. La seule chose en laquelle j'ai de la certitude, en laquelle j'ai foi, c'est le principe fondamental à l'origine de toute chose. Et tout ce que peuvent raconter les hommes ne sont pour moi que des fables pour amener les foules dans une certaine direction, ou pour les pousser à croire des choses qui vont souvent à l'encontre du bon sens. Je n'ai jamais eu de carte d'électeur, je n'ai jamais pris au sérieux les discours des personnages qui veulent nous vendre des histoires ou du prêt-à-penser en kit. Tout ce qui peut se raconter dans la boîte à images est du pur spectacle, c'est du grain pour des poulets d'élevage en batterie. Et la géopolitique, quant à elle, est simplement la version internationale de la politicaillerie de poulailler. Ce sont des histoires de petits soldats, des fables pour les grands enfants. Mais revenons à la pharyngite 19. Qu'est-ce qu'une pandémie ? C'est une épidémie qui se propage à l'échelle mondiale avec un impact important sur la santé des populations touchées. C'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui détermine quand une épidémie devient une pandémie. C'est elle qui a déclaré la pharyngite 19 comme pandémie le 11 mars 2020. Le confinement en France a été annoncé le 16 mars. Tous les grands pays européens, les États-Unis, ont annoncé leur confinement autour de cette date, hormis l'Italie qui avait pris un peu les devants. C'est également l'OMS qui a donné son nom officiel à la maladie en date du 11 février 2020. C'est encore l'OMS en tant qu'autorité en matière de santé qui a émis les différentes recommandations pendant le Cococircus. Le port du masque, la distanciation, les tests de dépistage à grande échelle, le suivi et l'isolement des cas contacts, la promotion de la picouse à grande échelle. Des recommandations que tous les pays ont appliquées à un moment donné, souvent dans un ordre assez différent. Mais qu'est-ce que l'OMS ? Eh bien, c'est une agence spécialisée des Nations Unies, donc de l'ONU, dont l'objectif est de promouvoir la santé au niveau mondial. Elle travaille en collaboration avec les gouvernements, avec les chercheurs et d'autres partenaires privés, avec des fondations. On pense évidemment à Bill Gates, le milliardaire informaticien, philanthrope, et on peut se demander ce que ce genre de personnage vient faire dans cette histoire. L'OMS est bien une institution mondialiste, indépendante des États, non élue, qui est reconnue comme autorité et qui donne des directives, comme le font toutes les organisations de l'ONU, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, la FAO, etc. On peut légitimement se demander qui décide de prendre ces organisations en référence, qui choisit les dirigeants de ces organisations, comment sont prises les décisions, les directives. C'est assez nébuleux. Ce ne sont en tout cas pas les peuples et leurs petits bouts de papier jetés dans une urne en plastique qui ont leur mot à dire. Et si pandémie il y a, c'est qu'il y a des raisons de le croire. Il y a des tests et tous ces malades, tous ces morts qui en attestent. Alors voyons un peu à présent quels sont les indicateurs qui permettent d'identifier cet ennemi invisible, insaisissable, qui est le schizoïde 19, des indicateurs qui permettent de le qualifier en tant que pandémie. Un premier indicateur permettant d'avancer que nous sommes en situation pandémique, un indicateur virtuel, et on verra qu'il y a beaucoup de virtualité dans cette histoire, ce sont les modélisations. Les modélisations sont des simulations qui permettent d'anticiper l'évolution de la pandémie par des modèles mathématiques, et c'est le célèbre Neil Ferguson du prestigieux influent Imperial College de Londres qui nous a prédit au début de la propagation
pas moins de 500 000 morts rien qu'au Royaume-Uni et 2 millions aux États-Unis si aucune mesure barrière drastique n'était prise. Il prévoyait par exemple 100 000 morts en Suède à l'horizon juin 2020. Elle n'en a compté finalement que 2854 précisément et sans aucun confinement à cette même date. Et il n'en était pas à son coup d'essai, notre ami Ferguson, puisque ses modélisations avaient déjà prédit pas moins de 150 millions de morts lors de l'épisode de grippe aviaire de 2005. Une grippe qui ne fera en réalité que 282 morts officiellement et non 150 millions. Pour la grippe porcine de 2009, le même modèle, le même individu qui nous prédisait cette fois-ci 65 000 morts rien qu'au Royaume-Uni. Il y en aura finalement 457 sans confinement, sans masque, sans geste barrière. On peut donc légitimement se demander pourquoi le monde entier, dont l'OMS, a subitement et communément pris au sérieux des modélisations fantaisistes de ce monsieur Ferguson, qui s'est toujours trompé, pour exposer, pour prédire la gravité de la situation et justifier le confinement, la quarantaine de millions de personnes en bonne santé. Un autre indicateur, le test PCR. C'est l'outil qui permet de détecter et d'authentifier la présence du fameux virus dans l'organisme. La détection des malades, des cas, des positifs est déterminée pour le grand public par l'écouvillonnage des fosses nasales. Pour faire simple, votre échantillon qui contient de la matière qui vous a été prélevée est placé dans une machine PCR, censée analyser un petit morceau d'ADN ou d'ARN qui sera amplifié, copié indéfiniment jusqu'à former une séquence. Cette séquence virtuelle informatisée est ensuite comparée au modèle du virus trouvé en Chine, lui-même séquencé et virtuel. Si le séquençage est compatible, si la séquence ressemble un peu à ce qu'on recherche, la mention positive apparaît dans les résultats, faisant de vous un cas coco à entrer dans les statistiques. Et même si vous n'éprouvez aucun symptôme, même si vous vous sentez en pleine santé, vous entrez dans la boucle infernale. Quel incroyable concept que celui du porteur sain, de l'asymptomatique. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez en bonne santé ou non, vous êtes contraint de participer au rituel sanitaire imposé. Et même si vous ne croyez pas en la nouvelle religion, on vous y fait adhérer de force. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, quand j'ai entendu ce concept de porteur asymptomatique, j'ai vu clignoter tous les voyants rouges de la supercherie. Un certain Kary Mullis, ou Mullins, je ne sais plus, l'inventeur même du test PCR, décédé subitement en 2019, juste un peu avant le cirque du pangolin, déclarait à l'époque, je cite, « Ces tests ne peuvent pas du tout détecter les virus infectieux. Ils ne peuvent détecter que les protéines que l'on croit, dans certains cas à tort, être propres au virus. Ces tests peuvent identifier des séquences quantiques de virus, mais pas des virus eux-mêmes. » Fin de citation. En gros, l'outil qui permet d'identifier le virus lui-même n'est absolument pas fiable. C'est une interprétation d'un séquençage virtuel auquel on pourrait aisément faire dire ce que l'on veut. Autre indicateur pandémique, les chiffres dont on se sert pour argumenter scientifiquement de la véracité du danger qui menace. Les statistiques, les taux liés à la mortalité, à la létalité, à la circulation du virus, aux hospitalisations, aux admissions en réanimation, tous ces chiffres sont autant d'indicateurs qu'on agite, qu'on expose à la vue de tous. Au moment de la pandémie, dans les médias, on indique le nombre de morts en direct, comme si la réalité ne se suffisait pas à elle-même, comme s'il fallait prouver à l'opinion que nous étions face à un danger mortel.
Mon petit doigt me dit que si on avait été dans une réelle pandémie, incontrôlable et soudaine, le pouvoir en place aurait, à contrario, tenté de minimiser au maximum le nombre de morts pour minimiser également sa responsabilité. Aaron Levenstein disait, je cite, « Les statistiques, c'est comme le bikini, ce qu'elles révèlent est suggestif, ce qu'elles dissimulent est essentiel. » Effectivement, là aussi les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. Et c'est un secret de polichinelle, mais les admissions, les décès estampillés cocovirus ont sans doute été surestimés. La grippe qui fait par exemple pas moins de 10 000 morts en moyenne chaque année a soudainement disparu pendant 2 ans, volatilisé. En revanche, le nombre de morts, lui, ne s'est pas volatilisé. Les décès habituels ont simplement été étiquetés au nom d'un autre virus pour appuyer le narratif. Et que ce soit les cancéreux en phase terminale et des patients atteints de comorbidité, les patients des EHPAD en âge de partir naturellement ou littéralement euthanasiés au Rivotril, ont tous en commun d'avoir été un peu trop facilement labellisés Coco-19. Et malgré le gonflement grossier de la bulle statistique, si l'on compare la mortalité totale d'une année à l'autre, on ne perçoit dans le réel rien qui justifie le délire dans lequel on a été plongé. Autre indicateur, la saturation des services de réanimation. Il suffit de voir les images des journaux télévisés des années précédentes pour s'apercevoir que la saturation est habituelle chaque année, en période grippale, dans les mêmes proportions. Des lits sont pris d'assaut, les hôpitaux sont surchargés et des patients sont transférés vers d'autres hôpitaux. Rien de nouveau sous le soleil, c'est la conséquence du détricotage méticuleux de l'hôpital public ces 20 dernières années. Et cerise sur le gâteau, le détricotage a continué pendant le Coco-Circus. Des places, des lits ont été fermés en pleine pandémie. Des chambres qui pouvaient accueillir plusieurs lits ont été divisées par 2 sous prétexte sanitaire. Les services ont été organisés et réorganisés en permanence avec des protocoles contraignants et des réunions incessantes, chamboulant complètement le fonctionnement des services. En cette période, on a quand même choisi d'augmenter les budgets des médias, des forces de l'ordre, dans des proportions plus importantes que les budgets du secteur de la santé. En voilà des batailles rondement menées pour gagner une guerre. Ah bon, ils n'étaient pas saturés les hôpitaux avant le Covid ? Alors je vous propose de voir ce reportage de France 3 diffusé le 5 janvier 2017 et titré « Santé, les hôpitaux sont surchargés à cause de l'épidémie de grippe ». Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. Particulièrement fragiles, les personnes âgées qui représentent 2/3 des admissions. Allez-y encore. Cette dame de 89 ans développe des complications respiratoires. Elle va devoir être hospitalisée cette nuit. C'est le cas de la majorité des personnes âgées. L'hôpital est surchargé. En tout cas, on est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës. Ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où mettre ces patients-là. Autre public à risque, les femmes enceintes. Une grippe sévère peut provoquer des accouchements prématurés. Ça a commencé par quoi comme symptôme ? Mal de gorge et tout. Au niveau des poumons, j'étais gênée, allongée. Donc j'ai passé mon temps à pleurer, à essayer de me recoucher, à me relever. Dans cet hôpital lyonnais, chaque jour, 40 nouveaux patients sont hospitalisés. On va vous chercher une place dans un service de médecine. Ouais. D'accord. Plusieurs admissions ont été déprogrammées pour faire face. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. Les soignants s'organisent.
en ne fermant pas certaines unités dites ambulatoires, en fait, des structures d'hôpital de semaine qui d'habitude ferment le vendredi, qui vont être maintenues ouvertes avec les effectifs évidemment pour gérer, pour offrir environ une douzaine de lits au service des urgences, une douzaine de lits supplémentaires par rapport à d'habitude. Le pic de l'épidémie est attendu d'ici 2 semaines. 22 personnes sont décédées depuis le 1er novembre. Alors ça, je le rappelle, c'était juste l'épidémie de grippe de 2017. Et en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ce genre de saturation rencontrée par les hôpitaux a lieu pratiquement chaque hiver depuis quelques années. Et comme par hasard aujourd'hui, les gens qui arrivent à l'hôpital avec des symptômes grippaux sont vite estampillés Covid-19. Les autres maladies, non, ça n'existe plus. Hein. La grippe, non, c'est terminé, il n'y en a plus. Aujourd'hui, quelqu'un qui meurt en France, il meurt forcément du Covid. Après avoir passé en revue tous ces indicateurs qui s'avèrent être peu fiables, rappelons-nous maintenant de quelques curiosités prédictives qui ont précédé la pandémie. Premièrement, prenons le cas du philanthrope milliardaire Bill Gates, qui s'est fortement illustré dès le début de la crise du Coco Circus en signant via sa fondation de juteux contrats pour la commande de ses picouses expérimentales sur lesquelles il travaille curieusement depuis des décennies. L'homme fortuné s'est, semble-t-il, passionné et investi dans des sujets tels que l'écologie, la santé, et l'un de ses objectifs, clairement affiché, est de réduire l'accroissement de la démographie mondiale. C'est ce dont il nous parle lors de ses conférences où il avertit également avec assurance de l'imminence d'une pandémie mondiale pour laquelle nous ne serions pas prêts. Il décrit le profil d'une maladie dangereuse, un virus aérien, avec une période d'incubation asymptomatique mais contagieuse, aussi dangereuse que la grippe de 1918. Il dit ça dans ses conférences de 2011, de 2015, bien avant l'épisode de Coco Circus. Informaticien, milliardaire, philanthrope, expert en santé mondiale et maintenant devin, on a décidément affaire à un homme d'exception. Une autre prédiction remarquable, celle d'Alexandre Adler, qui reprend quant à lui en 2009 le rapport de la CIA « Comment sera le monde en 2020 ?» Un rapport où était prédit une fois de plus le déclenchement d'une pandémie mondiale due à un cocovirus venant de Chine. On a ici la CIA, l'année, le nom du virus et le pays d'où vient la pandémie. Difficile de faire plus précis. Mentionnons maintenant l'incontournable plan de la Rockefeller Foundation intitulé Scenario for the Future of Technology and International Development, datant de 2010. Ce document propose un scénario à partir d'une pandémie mondiale et à partir de la page 18 est entre autres évoqué le confinement comme méthode de contrôle gouvernemental. C'est donc au Rockefeller que nous devons le concept de confinement au XXIe siècle. Encore une fondation de milliardaires qui se soucient de pandémies et de questions liées à la santé mondiale. Comment ne pas évoquer le surréaliste Event 201 en partenariat avec le Forum économique mondial et la fondation Bill et Melinda Gates. L'Event 201 est tout bonnement un exercice de simulation de pandémie fictive due à un cocovirus censé se répandre mondialement. Cet exercice de simulation est réalisé début 2019, soit quelques mois avant l'épisode de Pharyngite 19. Et cet exercice de simulation a réuni les décideurs mondiaux et des épidémiologistes afin de réfléchir à une réponse coordonnée en cas d'apparition d'un nouveau virus. Le Forum économique mondial, on parle bien de Davos, de Klaus Schwab et de sa grande réinitialisation. Et le meilleur pour la fin, c'est la une du magazine The Economist qui nous présente, cette fois en novembre 2018 et comme chaque année,
des prédictions sur ce qui marquera l'année à venir. Et nous voyons sur cette une le pangolin, le QR code, l'ADN, la reconnaissance faciale, etc. Un magazine appartenant à la famille Rothschild. Une petite remarque, une petite curiosité, c'est que si vous tapez The Economist 2019 dans Google Images ou sur un moteur de recherche, la première image qui va s'afficher, c'est une de The Economist de 2019 justement, mais avec un petit logo du Courrier international. Et sur cette image, le QR code est curieusement effacé. Alors que sur le site de The Economist, il est bien présent. Et je me souviens très bien, puisque je m'y intéresse chaque année, par curiosité, je me souviens très bien avoir vu le QR code dès novembre 2018 sur la une officielle. Donc il ne s'agit pas d'un ajout. Voilà, je referme la parenthèse. Encore quelques réflexions de comptoir sur ce grand carnaval virus. Pour commencer, si la pandémie qu'on nous vend, qu'on nous a vendue, avait été réelle, on n'aurait sans doute pas cherché à nous en convaincre en permanence pendant 2 ans. On n'aurait pas cherché à nous terroriser. L'évidence se serait imposée d'elle-même. On n'aurait pas eu besoin de cette campagne de marketing des pouvoirs publics, de ces slogans, de ces influenceurs qui ont cherché à nous convaincre de rester chez nous et d'obéir. Les médias n'auraient pas eu besoin de mettre un compteur de malades et de morts pour impressionner ses citoyens. Si la maladie avait été aussi grave qu'on l'a prétendu, il n'y aurait pas eu de nécessité de faire un test pour savoir si on en était atteint. Il n'y aurait pas eu d'asymptomatique. Une simple pharyngite vous informe de votre état et vous donne des symptômes significatifs. Mais étonnamment, ce n'est pas forcément le cas pour la maladie du siècle. Si cette maladie était si dangereuse, on n'aurait pas eu, au moment du pass, tant de monde préférant attraper le virus pour ne pas avoir à faire une picouse ou un rappel. Si la pandémie s'imposait d'elle-même, il n'y aurait pas eu de sceptiques, de dubitatifs du narratif, il n'y aurait pas eu de complotistes. Si les gens qui nous ont conté le narratif et qui nous ont imposé toutes ces mesures délirantes avaient été des gens de confiance, s'il fallait un casier vierge pour être élu par exemple, il n'y aurait pas eu de défiance. Le complotisme, comme on l'appelle, n'existerait sans doute pas. Si la pandémie était réelle et qu'elle ne faisait pas partie d'un plan plus vaste, les complotistes, encore eux décidément, n'auraient pas pu avoir raison sur beaucoup de choses qu'ils ont énoncées à l'avance. Il n'y aurait pas eu non plus toutes ces curiosités prédictives d'une telle précision. Si la pandémie avait été réelle, il n'y aurait pas eu de mesures aussi délirantes, en tout cas pas pendant 2 ans. Des réponses sensées auraient été apportées, des réponses logiques, pleines de bon sens, rassurantes, et tout le monde s'y serait plié. Car dans un monde normal, on soigne les malades, on ne traque pas les gens en bonne santé, on ne les enferme pas contre leur volonté, on ne leur impose pas un remède expérimental, on ne leur impose pas un pass pour accéder à la vie sociale. Si les élites, les autorités avaient cru à ce qu'elles ont énoncé, à ce qu'elles ont imposé pour le bas peuple, elles auraient été les premières à en appliquer les mesures. Elles n'auraient pas fréquenté les restos clandestins, elles n'auraient pas fait semblant de porter un masque pour la photo. Ces mêmes sphères élitistes, soucieuses de l'urgence de stopper l'accroissement de la démographie mondiale, ont soudainement imposé avec force, avec contrainte, des mesures et des remèdes visant à sauver la vie de milliards d'individus. D'ailleurs, l'Afrique, par exemple, qui n'a pas eu les mêmes moyens techniques de lutter contre la terrible maladie, n'a pas eu la mortalité qu'on lui prédisait. À bien y regarder, il aurait peut-être simplement suffi d'éteindre sa télévision, son téléphone portable, de se couper des informations en continu pour être en sécurité. Car ce n'est pas un virus
qui a paralysé le monde et terrorisé ses habitants, personne n'est mort dans les rues en attrapant la peste, ce sont bien les décisions politiques, la campagne marketing, les mesures sous prétexte sanitaire qui ont plongé le monde dans la pagaille et dans la crainte. Évoquons à présent le cas des oppositions de façade, dont je parle à mes amis depuis des années. À l'époque de la dissidence déjà, plus récemment avec le mouvement des Gilets jaunes, et voilà maintenant cet épisode de Coco Circus qui aura été la quintessence de la fausse opposition, de ce qu'on appelle plus communément l'opposition contrôlée. Les complotistes ont du mal en général à adhérer à cette idée, à remettre en question ces gens sortis de nulle part qui viennent nous dire ce qu'on a envie d'entendre et qui font des millions de vues. Des personnages qui peuvent même être invités sur les plateaux télé. Les gens sont assez binaires en général et ils pensent assez naïvement que puisque cette personne semble s'opposer au système en livrant des données et des analyses à charge contre le système, ces personnes sont forcément fiables et du bon côté. Lénine disait ceci: la meilleure façon de contrôler l'opposition est de la diriger soi-même. On pourrait s'arrêter là tellement cet aphorisme est explicite. Les puissances qui orchestrent le monde via leur système mondialisé ont de telles intentions de transformer et d'uniformiser le monde, de le réformer, qu'elles doivent créer des crises destructrices et imposer des mesures salvatrices, forcément impopulaires. Et il serait bien naïf de croire que nos chères élites autoproclamées n'aient pas anticipé le fait qu'il y aurait inévitablement des résistances, de fortes oppositions, vu la violence des mesures et la folie du storytelling. Créer soi-même l'opposition, comme le dit Lénine, c'est s'assurer de diriger le mouvement dès l'origine, de le tuer dans l'œuf et de le mener vers des voies de garage inoffensives pour le projet. C'est en créant des mouvements qu'on repère et qu'on neutralise les individus les plus déterminés, c'est en créant soi-même des mouvements qu'on évite que de vrais puissent se créer, c'est en fabriquant de faux opposants que l'on greffe dans la tête des sceptiques un mélange de vérité et d'absurde. La fausse opposition renforce également le sentiment d'appartenance et quelque part cela radicalise les positionnements, ce qui est très utile pour le système adepte du diviser pour mieux régner. Pour les uns, si le virus s'est propagé, c'est à cause des complotistes, des antivax qui n'ont pas suivi les règles. Pour le camp d'en face, c'est à cause des moutons, des covidios, que la dictature sanitaire a pu s'imposer. C'est ainsi que les complotistes sont confortés dans leur idée que quelque chose ne tourne pas rond par les leaders des oppositions de façade qui viennent incarner ces idées. Et comme le complotisme est un fourre-tout, on vient leur greffer tout un tas de théories mélangeant des parts de vérité et des fantaisies. Ce milieu regroupe une sorte de convergence des déçus, des sceptiques et des zinzins, des New Age naturopathes, des droitards, des QAnon, des gilets jaunes, des religieux, des poutinistes, des gens de tous bords. Les bons citoyens, quant à eux, ceux qui n'ont jamais pris la peine de remettre en question le paradigme qu'on leur a greffé depuis la naissance, se confortent dans leur sentiment d'être dans le camp du bien et des gens normaux, et s'exaspèrent des complotistes du camp d'en face. Alors évidemment, je suis moi-même dans une forme de complotisme aigu. Ce n'est pas ce que je raconte ici qui montrera le contraire. Et peut-être ma vision est-elle tout aussi délirante que ceux qui voient le sida dans les vaccins, ou aussi naïve que ceux qui vénèrent le scientisme et leur gouvernement. La porte reste toujours ouverte pour la remise en question. Simplement, chaque fois que j'y réfléchis, ma conviction a plutôt tendance à s'affiner plutôt qu'à s'atténuer. Alors voyons quelques personnages de cette nouvelle clique de dissidence version 2020, parce qu'on dirait bien qu'il y a plusieurs générations de figures dissidentes qui apparaissent dans le paysage. Citons la rockstar dissidente du Coco Circus, qui aura sans conteste été le professeur
Didier Raoult, ou Didier Raël, c'est selon, celui qu'on ne peut pas critiquer, un personnage atypique, un incroyable animal politique, surmédiatisé, invité des plateaux télé, tellement incontournable que le président de la République en personne s'est déplacé pour lui rendre visite. Un discours très séduisant pour n'importe quel dissident de base et des punchlines pour les covidistes. C'est une recette gagnante pour celui qui semblait autant virologiste que youtubeur tant ses vidéos ont été visionnées. Mais quand on gratte un peu, on se rend vite compte que le personnage n'est pas aussi net que ça. Ses financements douteux, ses positionnements politiques, ses liens avec BHL, avec Estrosi sont des premiers bons indicateurs. Raoult n'a cessé de souffler le chaud et le froid sur la question de la picouse. Il jouait d'ailleurs le rôle du VRP de la picouse lors de la pandémie H1N1. Et si on revient même en arrière, lors de l'épisode de grippe aviaire, il était déjà présent à dire sur les plateaux télé que les moyens techniques et organisationnels ne seraient pas prêts. Et à bien y réfléchir, comment son fameux traitement à la chloroquine aurait-il pu soigner une maladie imaginaire ? Mais pour moi, la réflexion la plus importante est celle-ci. Qu'est-ce que prônait le professeur Raël au final ? Il prônait le dépistage et surtout le traçage. Et quel est ce modèle qu'il prenait en référence depuis le début ? Eh bien, c'est le modèle de Taïwan et le modèle chinois, chers amis. Autrement dit, une forme du crédit social qui comprend le dépistage, le traçage et l'isolement. C'est précisément ce que le pouvoir veut imposer pas à pas et qui sera sans doute effectif lors d'un prochain épisode. Prenons le cas d'une autre pointure, le professeur Montagnier, paix à son âme, le célèbre prix Nobel qui avait découvert avec son équipe le virus du sida. Encore une étrange maladie sur laquelle il y aurait énormément de choses à dire en termes de fake story, mais ce n'est pas le sujet du jour. Conspué par la communauté scientifique après avoir notamment contesté sa propre découverte dans un documentaire paru en 2009 où il dira qu'avec un bon système immunitaire, épaulé d'une bonne alimentation antioxydante, l'organisme pouvait se débarrasser du VIH en quelques semaines. Le professeur excommunié reviendra sur les plateaux TV en 2020, réaffirmant cette fois la dangerosité du VIH en déclarant notamment que le Coco-19 contiendrait du VIH suite à une manipulation humaine, une création en laboratoire. On n'aurait pas su trouver mieux pour effrayer le bon peuple. Ce genre de discours a eu pour conséquence de réunir sur au moins un point ceux qui semblaient s'opposer. Que vous soyez complotiste ou covidio, il y avait bel et bien un terrible virus en circulation dont il fallait avoir peur. Il y a encore le professeur Perron, qui a notamment été de 2009 à 2016 vice-président du groupe qui conseille la politique picousinale européenne, ancien expert de l'OMS et étrangement invité préférentiel des médias pendant la crise du coco, pour soutenir la chloroquine de son confrère et critiquer la politique sanitaire, notamment picousinale. On passera sur la secte Boutry de François, sur Henrion Claude, la spécialiste et fan absolue de la technologie ARN. On passera également sur les insignifiants Brusa, Divisio et Vonner, invités à polémiquer dans les shows télépoubelles du très sérieux Hanouna. Tous ces gens sont apparus sur le devant de la scène pendant la pièce de théâtre, le cirque, le carnaval qu'a été le Coco Circus, pour jouer le rôle qui leur a été attribué, celui de l'opposition de façade. L'opposition de façade, c'est tuer les révoltes dans l'œuf et mener les récalcitrants où ils doivent aller, en empruntant simplement un itinéraire bis. Tous ces gens étaient là pour finalement valider la théorie d'un vilain virus dangereux, un virus version complotiste, version laboratoire P4.
Alors après avoir dit tout ça, qu'est-ce que finalement ce Coco Circus ? Je parlais de l'Event 201 un peu plus haut, et justement un ami m'a appris pendant que j'écrivais la trame de cet audio, parce que j'avais pas du tout suivi l'histoire, que le forum de Davos et toute la clique, dont l'OMS, venaient d'évoquer lors d'une table ronde la future pandémie hypothétique, la maladie X, à laquelle il fallait se préparer. Donc c'est une sorte de simulation comme ils l'ont fait avec la pandémie de Coco Circus, et on peut donc s'attendre à un nouveau tour de manège cette année ou dans un futur proche, mais cette fois sans les tâtonnements, puisque cette fois-ci, l'architecture du contrôle sera déjà en place, puisque le Coco Circus aura permis d'introduire les QR codes, les applications de traçage, de cas contacts, les tests, les isolements et la création de picouses via les gigantesques usines financées par notre ami Billy, que ce soit en Inde ou en Afrique tout récemment. Un traité international sur les pandémies est en négociation et sera soumis à l'Assemblée mondiale de la santé. Les crises sont internationales, on ne débat plus nationalement, vous comprenez l'idée, le mot d'ordre mondialiste et le fait qu'on ne peut pas résoudre localement des problèmes mondiaux. La gestion de crise Coco aura été un fiasco prémédité, un chaos qui aura montré aux yeux du monde qu'il faut désormais se coordonner et uniformiser les pratiques au niveau international. C'est le classique Ordo ab chaos, créer une crise de toutes pièces amenant un chaos et venir plus tard apporter des solutions de sortie de crise par des réformes, des changements en profondeur, mesures qui n'auraient jamais pu se produire en temps normal. Et donc moi je finirai par là, je vous remercie de cet engagement parce que on est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Le Coco Circus n'aura finalement été qu'une gigantesque entreprise de subversion, un événement choc terrorisant les braves gens, des citoyens apeurés et confus, à qui on allait pouvoir faire n'importe quoi. Cette crise aura permis de domestiquer les masses pour le monde qui arrive, en les habituant à se conformer aux nouvelles normalités sans broncher. Cette crise aura permis d'instaurer, sous prétexte d'événements et de catastrophes, une architecture du contrôle global, notamment avec les QR codes, les systèmes de passe sanitaire en cas de pandémie, passe carbone calqué sur le modèle chinois. Cet épisode aura aussi sans doute été un test pour voir à quel point les peuples sont dociles. Un test qui aura été un franc succès. Ils savent désormais à quel point ils nous tiennent en laisse. Et rien si ce n'est un miracle, une intervention divine, ne semble pouvoir déranger leur agenda. Alors que retenir de cet épisode ? Eh bien déjà on peut s'attendre à tout, parce que ces gens pour qui nous ne sommes que des mangeurs inutiles sont capables de tout pour faire avancer leur projet. Ils se sentent investis d'une mission et ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Qui aurait cru vivre cet épisode carnavalesque ? Qui aurait cru que les foules suivraient si docilement sans se questionner ? On peut s'attendre à une succession de catastrophes plutôt spectaculaires, mais toutefois relatives si on ne se laisse pas prendre émotionnellement. On peut s'attendre à tout, mais si on traverse cet épisode tranquillement, avec détachement, il ne sera finalement pas si terrible. Si on coupe sa TV, les médias et qu'on ne cède pas à l'affolement, eh bien les chiens aboient et la caravane finit par passer. C'est comme ça que j'ai vécu le Coco Circus. Après avoir paniqué un peu au début avec un potentiel effondrement, j'ai rapidement lâché prise, si on veut, en abandonnant la lutte extérieure et vaine à la volonté divine. Il n'arrivera finalement que ce qui doit arriver. Nous ne sommes que des oiseaux de passage, et tout ce cirque ne nous concerne que très peu finalement, si on ne souhaite pas y participer. J'ai essayé de me concentrer sur les choses sur lesquelles j'avais les manettes, c'est-à-dire mon état intérieur en priorité, le calme dans la tempête. Un petit stock de nourriture quand même au cas où,
juste de quoi ne pas paniquer s'il devait y avoir des ruptures d'approvisionnement provisoire, quelques piles et batteries, des réchauds et un four au gaz, de quoi tenir quelques jours, quelques semaines, sait-on jamais, et ne pas être pris dans l'affolement s'il devait y avoir des petites crises ponctuelles. Lors du confinement, mes enfants avaient 6 et 8 ans. Ils ont tout simplement vécu leur meilleure vie. Moi aussi d'ailleurs, à aucun moment ils n'ont senti le Coco Circus passer, tout simplement parce que la TV était éteinte et que personne à la maison ne leur a transmis une quelconque crainte. On a passé 3 mois à faire du vélo, des jeux de société, du jardinage, à voir des films, la belle vie, calme et sereine au milieu de la tempête imaginaire qui sévissait à l'extérieur. Alors oui, la société va changer, l'univers carcéral va s'intensifier, les gens autour de nous deviennent fous, mais là-dessus, nous n'avons tout simplement aucune prise. On ne peut tout simplement rien y faire, donc il faut accepter que cela se passe ainsi. Non pas accepter l'erreur ou le mensonge en tant que tel, mais accepter que cela fasse partie du jeu. Finalement, le Coco Circus a fini par s'évaporer comme un mirage, comme si tout ceci n'avait jamais existé. C'est aussi pendant cette crise que j'ai compris que ça ne servait strictement à rien de vouloir convaincre les gens, quel que soit le sujet. Il n'y a personne à convaincre, personne à sauver. On a assez à faire avec soi-même, les gens ne changent pas d'avis, et ça n'a finalement aucune importance. Les masses sont prêtes pour l'abattoir, elles sont incroyablement dociles, candides et lâches. Une petite citation d'Aristote, « Jamais l'esclavage n'est aussi bien réussi que quand l'esclave est persuadé que c'est pour son bien. » Gustave Le Bon disait « Peu d'êtres savent voir les choses comme elles le sont, les uns aperçoivent seulement ce qu'ils veulent voir, les autres ce qu'on leur fait voir. » Il disait encore « Incalculables sont les personnes n'ayant jamais eu d'autres opinions que celles de leur journal. » Et ces absurdités médiatiques faites de peur et de négativité qu'on met dans la tête des braves gens peuvent rapidement réveiller leur animalité, réveiller une bassesse hideuse qu'ils portent au fond d'eux. Mais évidemment, on n'a pas découvert tout ça avec la pharyngite 19. On en a juste vu l'ampleur, et ça surprend toujours quand on est face à tant de laideur qui ressort. Voltaire disait « Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. » Tous ces personnages sur le devant de la scène ne sont pas dignes de confiance et les braves gens sont capables d'atrocités. Tâchons donc de ne pas croire en des absurdités. Voilà, cet audio, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais essayer de récupérer ma voix et mon souffle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.